Tout ce que dit Aristote prouve que sa doctrine est à l'opposé du monopsychisme. L'âme humaine est l'acte d'un corps et l'intellect possible est une faculté de cette âme qui est forme d'un corps. Chapitre 2, paragraphe 49. Il nous faut maintenant examiner ce que les autres péripatéticiens ont dit sur le sujet. Prenez tout d'abord ce que dit Thémisius dans son commentaire de l'âme. Cet intellect que nous appelons intellect en puissance est plus connaturel à l'âme que l'intellect agent. Je dis cela non pour toute âme, mais seulement pour l'âme humaine. Et de même que la lumière arrivant à la vue en puissance et aux couleurs en puissance produit la vue en acte et les couleurs en acte, de même aussi cet intellect. L'intellect en acte fait passer à l'acte l'intellect en puissance. Et il institue les intelligibles en puissance intelligible en acte. Et peu après cela, il conclut le rapport que l'art a à la matière, l'intellect poïétique, a exactement le même à l'intellect qui est en puissance. C'est bien pourquoi nous pensons quand nous le voulons. Car l'art ne reste pas extérieur à la matière, mais l'intellect poïétique investit toute sa puissance comme si le constructeur n'était pas extérieur au bois et le laboureur à la charrue, mais avait le pouvoir de le pénétrer tout entier. Et c'est ainsi que l'intellect en acte, qui vient s'ajouter à l'intellect en puissance, ne fait qu'un avec lui. Paragraphe 50. Et peu après, il conclut, nous sommes par conséquent soit l'intellect qui est en puissance, soit celui qui est en acte. Donc, si en tous les composés de ce qui est en puissance et de ce qui est en acte, une chose est ceci et une autre l'être qui appartient à ceci, moi et l'être qui m'appartient seront absolument autres. Or, moi est un intellect composé de puissance et d'acte, mais l'être qui m'appartient est constitué par ce qui est en acte. C'est pourquoi ce que je médite et ce que j'écris, c'est l'intellect composé de puissance et d'acte qu'il écrit, mais il ne l'écrit pas par ce qui est en lui, par ce qui en lui est en puissance, mais par ce qui en lui est en acte. C'est depuis cet acte en effet que l'activité s'écoule en lui, et peu après il dit plus clairement, de même donc qu'autre est l'animal et autre l'être qui appartient à l'animal, et que l'être qui appartient à l'animal vient de l'âme de l'animal, de même autre est moi et l'autre et autre l'être qui m'appartient. L'être qui m'appartient vient de l'âme, mais pas de l'âme en totalité. En effet, il ne vient pas de la sensitive, car la sensitive est la matière de l'imagination. Il ne vient pas non plus de l'imaginative, car l'imaginative est la matière de l'intellect en puissance. Il ne vient pas non plus de l'intellect qui est en puissance, car l'intellect en puissance, c'est la matière de l'intellect poïétique. L'être qui est à moi vient donc du seul intellect poïétique. Puis il ajoute, et une fois parvenu là, la nature s'est arrêtée comme si elle n'avait rien de plus honorable dont elle pût se servir comme d'un sujet. C'est pourquoi nous sommes l'intellect actif. 51. Enfin, critiquant l'opinion de certains, il précise, quand il, c'est-à-dire Aristote, dit qu'en toute nature il y a quelque chose qui tient lieu de matière et quelque chose qui meut et achève la matière, il ajoute qu'il est nécessaire que ces différences existent aussi dans l'âme, et qu'il y ait un intellect capable de tout devenir et un intellect capable de tout produire. Le latin perficite correspond au grec téléioi, achève, parachève, actualise pleinement. Et de fait, il dit qu'il y a un intellect dans l'âme et qu'il est comme la partie la plus honorable de l'âme humaine. Et peu après, il conclut, à partir de ce même passage, on peut donc bien confirmer qu'il, c'est-à-dire Aristote, soutient que l'intellect actif est notre, ou que nous sommes lui. 52. À partir des textes de Thémisius, il est donc clair qu'il soutient que non seulement l'intellect possible, mais aussi l'intellect agent sont une partie de l'âme humaine, et qu'il déclare qu'Aristote l'a professé. Il est clair en outre qu'il pense que l'homme est ce qu'il est non grâce à l'âme sensitive, comme le soutiennent mensongèrement certains, mais grâce à la partie intellective et principale de son être. 53. J'avoue n'avoir pas lu les livres de Théophraste, mais Thémisius rapporte ces paroles dans son commentaire, et voici ce qu'il dit. Il vaut mieux faire état des dits de Théophraste au sujet de l'intellect en puissance et de celui qui est en acte. De celui qui est en puissance, donc, il dit, mais l'intellect, s'il existe au dehors et comme superposé à l'homme, comment lui sera-t-il malgré tout connaturel? Et quelle sera sa nature? En effet, il ne peut rien être selon l'acte, mais il peut tout être en puissance, tout comme l'essence. On ne peut le prendre en tant qu'il n'est rien, car cela n'a pas de sens. En revanche, on peut le prendre comme une certaine puissance, servant de sujet,
comme dans les choses matérielles. Or, ce quelque chose, il faut le poser de l'extérieur, non comme un ajout, mais comme un constituant, l'homme dès le premier moment de sa génération. Verbeke commente, puisque l'intelligence est la caractéristique propre de l'homme, on ne peut engendrer un être humain sans qu'il possède dès le premier instant ce qui le distingue des autres animaux. Kane en Belgique, K-A-I-N, 1926. Quand le corps présente celui d'entre tous les mélanges qui le rend apte à servir d'instrument à l'intellect, qui est dans ce mélange au sens où il est en chaque corps, à savoir en chaque corps humain, cet instrument lui aussi est un corps, et l'on dit de lui qu'il est intellect en puissance, lui qui est une faculté émanant de ce mélange qui se produit dans les corps, une faculté apte à recevoir l'intellect qui est en acte. 54. Ainsi donc, aux deux questions qu'il pose. Premièrement, comment l'intellect possible est à la fois d'origine extérieure et connaturel à l'homme? Deuxièmement, quelle est la nature de l'intellect possible? Théophraste répond d'abord à la seconde question, qu'il est en puissance toute chose, non certes comme un néant d'existence, mais comme le sens est en puissance par rapport au sensible. Puis de là, il conclut sa réponse à la première question. Il ne faut pas entendre d'origine extérieure, au sens de quelque chose d'ajouté accidentellement ou dans le cours du temps, mais de présent dès le premier moment de la génération comme contenant ou constituant la nature humaine. 55. Qu'Alexandre ait posé que l'intellect possible était forme du corps, Averroès lui-même le confesse, même si selon moi il interprète perversement les paroles d'Alexandre comme il prend celles de Thémésius en dehors de leur signification. De fait, quand il dit qu'Alexandre soutient que l'intellect possible n'est rien d'autre que la préparation qui est dans la nature humaine vis-à-vis de l'intellect agent et des intelligibles, il n'entend rien d'autre par cette préparation que la puissance intellective qui est dans l'âme vis-à-vis des intelligibles. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas une faculté logée dans le corps, parce que ce genre de faculté n'a pas d'organe corporel, et non pour la raison qu'Averroès attaque, selon quoi aucune préparation ne serait une faculté logée dans un corps. 56. Et pour passer des Grecs aux Arabes, il est clair tout d'abord qu'Avicenne fait de l'intellect une faculté de l'âme, qui est forme du corps. Il dit en effet dans son livre de l'âme, l'intellect actif, c'est-à-dire pratique, a besoin du corps et de ses facultés corporelles pour toutes ses actions. L'intellect contemplatif a besoin du corps et de ses facultés, mais il n'en a pas toujours besoin, ni absolument besoin, car il se suffit à lui-même, par lui-même. Mais l'âme humaine n'est aucune de ses facultés. L'âme est ce qui possède ses facultés. Et comme on le montrera par la suite, c'est une substance solitaire, c'est-à-dire par soi, qui a une aptitude à agir. Or, parmi ces actions, certaines ne s'accomplissent que par l'intermédiaire d'instruments et par leur utilisation sur un mode quelconque. Pour d'autres, en revanche, des instruments ne sont d'aucune façon nécessaires. 57. De plus, dans la première partie, il dit que l'âme humaine est la perfection première d'un corps naturel organisé dans la mesure où il lui appartient d'accomplir des actions par un choix délibératif et de trouver par la méditation dans la mesure aussi où elle appréhende les universaux. Mais ce qu'il dit ensuite et prouve est également vrai. Selon ce qui lui est propre, c'est-à-dire selon sa force intellective, l'âme humaine ne se reporte pas au corps comme une forme et n'a pas besoin d'un organe préparé pour elle. 58. Pour finir, il faut citer les paroles d'Algazel. Lorsque le mélange des éléments présente la plus belle et la plus parfaite égalité, que l'on ne peut rien trouver de plus raffiné ni de plus beau qu'elle, alors elle est prête à recevoir du donateur des formes. La forme qui est plus belle que les autres formes, l'âme humaine. Mais cette âme humaine a deux puissances. L'une opère, l'autre connaît. La puissance théorétique, il l'appelle intellect, comme cela est évident par ce qui suit. Mais ensuite, il prouve par de multiples arguments que l'opération de l'intellect ne se fait pas par un organe corporel. 59. Si nous invoquons tout cela, ce n'est pas pour réprouver l'erreur susdite par les autorités des philosophes, mais pour montrer que non seulement les latins dont nos avéroïstes ne connaissent pas les textes, mais aussi les Grecs et les Arabes ont soutenu que l'intellect est une partie ou puissance ou faculté de l'âme qui est forme du corps. Je m'étonne donc que certains de ces péripatéticiens se glorifient d'avoir adopté cette erreur, mais peut-être
ont-ils moins envie de savoir vraiment avec les autres péripatéticiens que de se tromper avec Averroès, qui ne fut pas tant péripatéticien que dépravateur de la philosophie péripatéticienne?